Voilà. Je lance l'enregistrement sur le cloud pour pouvoir, vous disposerez après d'un lien pour pouvoir revoir cet enregistrement si nécessaire. Donc, je vous invite à incliner la tête et nous prions ensemble. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père, de l'opportunité que tu nous accordes dans cet instant de pouvoir nous réunir ensemble virtuellement autour de ta parole, autour également de thèmes importants comme celui de la santé. Et nous allons considérer un sujet critique et crucial pour les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique en tout cas, le sujet du chlordécone. Nous ne voulons pas qu'aucune passion nous habite en cet après-midi, qu'aucun esprit de revendication également soit présent en ce lieu, mais que tu nous aides à considérer ces faits avec toute l'objectivité nécessaire et comprendre également ce que nous pouvons faire pour lutter contre ce fléau qui nous affecte aux Antilles aujourd'hui. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous croyons que nous avons besoin de ton Saint-Esprit et qu'il dirige lui-même ce moment, cette présentation qui sera faite. Je te demande moi-même de me joindre de ton Saint-Esprit et de m'accorder la parole facile, de me donner les mots qu'il faut, également les illustrations nécessaires pour la compréhension de ce sujet en cet après-midi et que nous ayons un échange fructueux, un échange constructif autour de ce thème et que chacun d'entre nous puisse s'en trouver grandi en cet après-midi. Ce sont les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais, avant de commencer, vous avouer en toute humilité que lorsque j'ai préparé ce sujet cette semaine, parce que je n'avais pas jusque-là encore préparé de sujet sur le chlordécone, je pensais connaître le sujet du chlordécone, mais finalement, je me rends compte que je ne savais rien du tout du chlordécone et j'ai été véritablement, j'ai bougé de mes positions durant cette semaine parce que j'ai appris énormément. J'ai appris beaucoup et c'est ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi. Je voudrais aussi, c'est bien tombé, je remercie Dieu pour ça parce que cette semaine, sur France O, c'était mercredi soir dernier, France O a diffusé une émission qui avait pour titre « Pour quelques bananes ». Alors, c'était l'émission Investigation et deux documentaires ont été diffusés. Donc, le premier, Pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordécone. Alors, c'est bien tombé parce que ça m'a appris, ça a ajouté un petit peu des éléments à la présentation de cet après-midi. Donc, c'est un film de Bernard Crutzen. C'est un film qui a été récompensé. Et voilà, si vous pouvez retourner sur les replays, etc. Donc, Pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordécone, c'est un documentaire qui est excellemment bien fait, mais aussi qui est très engagé. Lorsque j'ai commencé à visionner ce documentaire cette semaine, mercredi soir, je me suis dit, eh bien, tiens, pourquoi pas le diffuser carrément cet après-midi et en discuter après. Mais il est tellement engagé que je pense que ça aurait réveillé trop de velléités revendicatrices cet après-midi et que nous serions passés à côté du sujet parce que la partie médicale n'est pas très développée. Alors, il y a quelques éléments qui sont dits, mais n'est pas très développé. Or, nous, cet après-midi, justement, nous voulons surtout nous axer sur la partie médicale. C'est la raison pour laquelle je veux déjà circonscrire les limites de cette présentation en vous disant que cette présentation n'est pas un réquisitoire. Le but cet après-midi n'est pas de lancer la pierre, de lancer des balles à qui que ce soit, de lancer d'obus, de bombes, etc. Nous allons considérer un petit peu les choses avec beaucoup d'objectivité. Nous allons présenter les faits et nous allons pouvoir en discuter après. Donc, ce n'est pas un réquisitoire cet après-midi. Le but cet après-midi n'est pas d'accuser qui que ce soit non plus, n'est pas d'accuser l'État, ni encore d'accuser des élus, d'accuser les béquets, d'accuser des responsables socio-économiques ou encore d'accuser des lobbies. D'accord ? Nous ne sommes pas là dans ce but. Cependant, lorsque nous allons parler des effets du chlordécone, il est bien entendu évident de rappeler l'historique du chlordécone. Donc, nous allons le faire, mais notre but n'est d'accuser personne en cet après-midi. Cette présentation n'a pas pour but non plus
de demander une quelconque réparation. D'accord? Donc, là, même si nous allons présenter les choses d'une certaine manière, nous ne sommes pas là pour demander une quelconque réparation à qui que ce soit, ni un fonds d'indemnisation, que le fonds d'indemnisation soit mis en place, que nous soyons tous un petit peu indemnisés, les Martiniquais et les Guadeloupéens. Ce n'est pas le but de la présentation cet après-midi. Et enfin, le but de la présentation n'est pas non plus de demander la fermeture de quelques centres commerciaux que ce soit, ou etc., etc. D'accord? Donc, nous allons considérer ce sujet sur un plan, sur un angle purement médical. Alors, bien entendu, je l'ai dit, nous serons obligés de retracer l'historique, de savoir ce qu'est le chlordécone, retracer l'historique de l'utilisation du chlordécone en Martinique avec tous les effets sur l'environnement, mais nous allons surtout nous attarder sur les effets sur la santé aujourd'hui des Martiniquais et des Guadeloupéens. Alors, toute question, je précise bien, toute question qui ne sera pas liée à la partie les effets du chlordécone sur la santé ou l'environnement sera d'office éliminée. Donc, qu'on ne me pose pas de questions sur les béquets, sur quoi que ce soit, chers amis, je le précise dès maintenant, hein, je circonscris les choses dès maintenant, je ne prendrai pas ce type de questions. D'accord? Nous ne sommes pas là pour ça cet après-midi. Nous allons en parler sous un angle purement médical. Alors, Marie-Yvonne, quand tu recevras les questions, tout ce qui n'est pas un rapport avec le plan médical, on met de côté. Okay? Il y a des instances pour ça, il y a des choses prévues pour ça, mais ce n'est pas le but en cet après-midi. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, lors d'une venue en Martinique en 2017, a prononcé une allocution. C'était le jeudi 27 septembre 2018 à Fort-de-France. Et il a lui-même reconnu que l'État doit prendre sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone. Alors, la déclaration là que nous venons de lire est forte, elle est importante parce que Monsieur le Président parle de scandale environnemental. Et jusqu'à présent, jamais un dirigeant politique français, en tout cas, ne s'est exprimé aussi honnêtement sur l'empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe. Et c'est une déclaration qui a fait des vagues, qui a ravi également des associations. Mais pourquoi parle-t-il de scandale environnemental? Pour comprendre cela, chers amis, nous allons nous poser un certain nombre de questions. Première question, qu'est-ce que le chlordécone? Qu'est-ce que le chlordécone? Le chlordécone, chers amis, c'est un pesticide très toxique fabriqué aux États-Unis entre 1958 et 1977. Pesticide, donc j'ai souligné le mot pesticide. Qu'est-ce qu'un pesticide? Un pesticide, c'est un produit chimique. Alors, qui dit chimique dit que ce n'est pas un produit naturel. Produit chimique, ça veut dire que c'est un produit qui est fabriqué de toutes pièces, par l'homme en tout cas, puisque c'est l'homme qui a la faculté aujourd'hui de mieux maîtriser son environnement. Donc, c'est un produit qui est synthétisé dans un laboratoire et qui est destiné à la protection des cultures et des récoltes contre les parasites, champignons, mauvaises herbes et les insectes. OK? Donc, le pesticide, c'est un produit chimique qui est destiné à lutter, donc à détruire, à tuer des parasites, des champignons, des mauvaises herbes et des insectes pour protéger des cultures et des récoltes. J'ai souligné aussi toxique. Pourquoi dit-on que le chlordécone, c'est un pesticide, donc un produit chimique toxique? Tout simplement parce que sa toxicité a été démontrée dès 1963 chez la souris. Des tests ont été effectués et on s'est rendu compte que les souris présentaient, après un certain temps lorsqu'ils avaient été lorsqu'on introduisait donc le chlordécone dans leur organisme, après un certain temps, les mâles ont présenté des problèmes de fertilité, les femelles ont présenté des problèmes de reproduction, et il y avait dès 1963, il y a eu une forte suspicion du chlordécone d'être cancérigène. Donc, qu'est-ce que le chlordécone? Pesticide
très toxique, d'accord? Il est destiné à tuer des insectes, des mauvaises herbes, des champignons, des parasites contre les cultures pour protéger les cultures et les récoltes, mais il est toxique. Il a déjà des effets secondaires sur la souris, mais on soupçonne également le produit d'être cancérigène. Pourtant, chers amis, pourtant, en 1972, il y aura alors AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché provisoire par M. Jacques Chirac, qui était alors ministre de l'Agriculture. Donc, l'année 1972 marque le début de l'utilisation du chlordécone à la Martinique et en Guadeloupe, donc aux Antilles. 1972, autorisation de mise sur le marché provisoire par Jacques Chirac. Et c'est l'année qui marque le début de l'utilisation du chlordécone aux Antilles. En 1977, le chlordécone sera définitivement interdit aux États-Unis. Nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure. En 1977, le chlordécone sera classé cancérogène possible par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, vous voyez que là, il est bien dit, il est classé cancérogène possible, chez l'homme en tout cas. D'accord? On n'a pas de preuve formelle, mais on dit que c'est possible qu'il provoque, qu'il génère des cancers chez l'être humain. En 1990, le chlordécone sera définitivement interdit en France. Cependant, il sera utilisé aux Antilles jusqu'en 1993, soit 3 ans de plus par rapport à la France, et il sera utilisé par dérogation. Alors, les ministres de l'Agriculture de l'époque, des époques, vont donner des dérogations. Alors, qui demande ces dérogations? Eh bien, chers amis, ce n'est pas sorcier, c'est les producteurs de bananes en Martinique vont demander des dérogations pour pouvoir continuer à utiliser le chlordécone en Martinique. Et en 1993, le produit sera définitivement interdit, même sur le sol antillais. Alors, ce n'est pas moins de 300 tonnes de chlordécone qui ont été utilisés aux Antilles entre 1972 et 1993, soit 21 ans d'utilisation du chlordécone sur les sols martiniquais et guadeloupéens. D'accord? Nous continuons. Deuxième question, nous nous sommes posé la question de qu'est-ce que le chlordécone? Ça nous a permis de dire ce que c'est et de pouvoir en faire aussi un historique de son utilisation. Deuxième question, pourquoi a-t-il été utilisé? Eh bien, pour préserver ça, la banane, chers amis. Sachez que la Martinique et la Guadeloupe produisent chaque année près de 270 000 tonnes de bananes. Alors, c'était le cas à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui le tonnage des bananes produits en Martinique et en Guadeloupe, mais à l'époque, la Martinique et la Guadeloupe produisaient 270 000 tonnes de bananes chaque année, dont 70% qui étaient exportés vers la métropole qui raffole de la banane martiniquaise et guadeloupéenne. 70% importés. Or, le chlordécone, chers amis, est d'une efficacité redoutable contre un insecte. Cet insecte, c'est le charançon du bananier. Cet insecte est originaire d'Asie et il a la fâcheuse habitude ou la fâcheuse tendance d'affaiblir le tronc des bananiers, si bien qu'à la moindre rafale de vent, les bananiers tombent, ou encore de détruire le tronc du bananier. Donc, le chlordécone, chers amis, est utilisé pour lutter contre cet insecte malfaisant qui a cette fâcheuse tendance d'abîmer les bananiers. Donc, le chlordécone a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe, chers amis, parce que la banane représentait un pilier économique des Antilles françaises et le chlordécone a été utilisé pour préserver ce secteur d'activité qui employait
la bagatelle de quand même 10 000, près de 10 000 ouvriers. Troisième question. Quel impact sur l'environnement? L'impact sur l'environnement, chers amis, peut se résumer par un mot. Un désastre. Un véritable désastre. Les terres se sont retrouvées contaminées. Les eaux se sont retrouvées contaminées parce que les terres, avec la pluie, l'eau de pluie a emmené dans les sources, dans les cours d'eau, mais aussi dans la mer, ce chlordécone. Les aliments sont contaminés et le bétail est lui aussi contaminé. Alors, indifféremment de la Guadeloupe ou de la Martinique, hein, d'accord, les eaux, les terres, les aliments, le bétail, tout est contaminé. Commençons par les terres, chers amis. Alors, au niveau des terres, nous l'avons dit tout à l'heure, 300 tonnes de chlordécone ont été déversées sur les terres agricoles, ce qui représente, respectivement pour la Martinique et la Guadeloupe, environ 18 000 hectares de terres polluées, soit un quart des terres agricoles utiles. Enfin, il faut savoir que les scientifiques estiment qu'il faudra environ 600 ans avant que ces terres agricoles ne soient débarrassées de ce chlordécone. Parce que la molécule de chlordécone, c'est une molécule très persistante et qui est très stable et qui ne se dégrade pas. En tout cas, elle se dégrade très, très peu et très, très lentement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il faudra environ 600 ans pour que les terres en soient débarrassées. Alors, vous imaginez déjà le désastre écologique que c'est pour les terres. Ensuite, chers amis, les eaux, les cours d'eau. Alors, vous avez à l'écran une magnifique image de la baie de Saint-Pierre. Alors, je fais un petit coucou aux Pierrotins qui sont avec nous parce qu'il y en a. Et c'est aussi la ville où je suis né, donc à Saint-Pierre. Et hier, nous étions le 8 mai. Et ça fait exactement 118 ans que la montagne Pelée a fait pas moins de 30 000 morts à Saint-Pierre, donc en Martinique. Donc, je referme cette parenthèse. Tout ça pour revenir un petit peu sur les eaux. Donc, 56% des cours d'eau, chers amis, aujourd'hui sont pollués. Et le chlordécone se retrouve, je le disais tout à l'heure, présent aussi dans l'océan, si bien que dans les cours d'eau, nous ne sommes plus invités à pêcher dans les cours d'eau. Alors, il y a des personnes qui pêchaient les écrevisses, etc., dans les cours d'eau. Donc, ça, ce n'est plus possible. Mais la conséquence du fait que le chlordécone se retrouve également dans la mer fait que la pêche est partiellement ou totalement interdite dans certaines zones. Et ceci a eu un impact économique très, très important puisque certains pêcheurs ont dû arrêter complètement leur activité, d'autres ont dû se reconvertir, etc. Donc, sur le plan économique, chers amis, c'est catastrophique, mais sur le plan alimentaire également, parce que pourquoi la pêche est interdite dans ces zones? Tout simplement parce que nous retrouvons des poissons ou d'autres éléments dans la mer qui sont contaminés et qui peuvent nous contaminer également si nous les consommons. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui du chlordécone dans l'eau potable? Alors, il faut savoir qu'on a retrouvé du chlordécone dans l'eau potable en 1999, mais les sites de captage de l'eau contaminée ont été identifiés et ils ont tous été fermés, si bien que l'eau du robinet aujourd'hui est potable et sans chlordécone, en tout cas jusqu'à ce qu'on fait des prélèvements régulièrement pour faire la recherche. Jusqu'à présent, l'eau potable que nous buvons est sans chlordécone. Et si jamais, alors il y a aujourd'hui des traitements par charbon actif de l'eau pour pouvoir la rendre potable. Par exemple, dans ce documentaire qui a été diffusé, donc je vous disais mercredi soir, hein, pour quelques bananes de plus, l'eau de source d'Olé en Guadeloupe est un site contaminé et on voit ça dans le documentaire. Et le propriétaire de cette usine d'eau a mis en place un dispositif pour pouvoir filtrer l'eau par charbon actif. Par contre, il perd le label eau de source.
c'est expliqué dans le documentaire, une fois qu'il y a un procédé de filtration pour enlever des particules ou encore des pesticides, ce genre de choses, eh ben, l'eau n'est plus considérée comme une eau de source et sur la bouteille, il est bien précisé eau rendue potable par filtration par charbon actif. Sur le plan alimentaire, chers amis, ben, 3/4 des aliments sont aujourd'hui contaminés. Alors, il s'agit essentiellement, chers amis, des racines, donc les dachines, les lignames, etc. Et tous les végétaux qui poussent près du sol, comme la laitue, etc., les céleris, tout ce que l'on veut, ben, plus c'est près du sol, plus c'est contaminé. Par contre, tous les arbres, tous les fruits qui poussent en hauteur, eh ben, ne sont pas contaminés. C'est la raison pour laquelle, ironiquement, la banane n'a jamais été contaminée par le chlordécone, tout simplement parce que le chlordécone ne monte pas dans la plante ou dans l'arbre, ce qui fait que eh ben, nous pouvons recueillir sans problème de contamination eh ben, nos fruits, nos légumes qui poussent en hauteur. Alors, vous l'avez entendu, hein, on parle aujourd'hui de limite maximale de résidus, c'est-à-dire la quantité de chlordécone maximale pouvant être consommée dans un aliment. Et cette limite maximale de résidus est à 20 microgrammes par kilo. Alors, nous allons revenir sur cette notion tout à l'heure, parce que je vois déjà certainement, j'entends déjà certainement des gens réagir. Mais si le chlordécone n'est pas bon, pourquoi il y a une limite maximale autorisée? Donc, nous allons revenir sur cette limite maximale de résidus autorisée à propos du chlordécone. Et puis, nous avons parlé également du bétail, les bœufs, les poules, les moutons, les cabris, qui ne sont contaminés que s'ils broutent sur une terre contaminée, donc des herbes contaminées. Et si nous les mangeons à notre tour, eh bien, ces animaux contaminés, eh bien, nous serons également contaminés. Et il y a un organe particulièrement chez l'animal qui est très, où on va retrouver du chlordécone de manière très concentrée, c'est le foie. Et ça, nous allons le comprendre également tout à l'heure. Après avoir vu l'impact sur l'environnement, voilà ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans le reste de cette présentation. Quel est l'impact sur la santé? Alors, il faut savoir aujourd'hui que l'impact sur la santé du chlordécone est très controversé. Tout le monde n'est pas d'accord. Les scientifiques, les médecins, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et pour l'instant, les choses sont très floues. Il faut savoir également que cette contamination est très récente, hein. Il n'y a pas très longtemps qu'elle a eu lieu et les effets sont encore très mal connus. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont lieu en ce moment sur le chlordécone, mais aussi sur ses effets sur l'organisme. C'est la raison pour laquelle il y a des affirmations ou encore des conclusions, des hypothèses qu'on ne peut pas émettre de façon absolue. Il y a quand même des effets qui sont incontestables et des effets controversés. Nous allons les considérer là maintenant. Des effets incontestables, c'est-à-dire qui sont acceptés par tout le monde. Et puis, il y a d'autres qui sont controversés. Alors, quels sont ces effets incontestables? Tout d'abord, rappelez-vous que je vous ai dit que tout à l'heure, quand j'ai fait l'historique du chlordécone, que le chlordécone a été définitivement interdit aux USA en 1977. Donc, vous voyez à gauche de la diapositive, c'est en clé de rouge. En 1977, chlordécone interdit aux USA. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il y a quelque chose s'est passé dans l'usine où on fabriquait le chlordécone aux États-Unis. Ça se passe, c'est une usine dans une ville qui s'appelle Hopewell et ça se passe en Virginie en 1975. Et les ouvriers donc, qui fabriquaient ce chlordécone ont présenté donc des atteintes neurologiques, des atteintes testiculaires, des atteintes également digestives. On a regroupé ces symptômes sous un nom, le syndrome du Képon. Parce qu'il faut savoir que le chlordécone
était commercialisé au départ sous le nom de Kepone. Et donc, le principe actif, c'est le chlordécone. Mais la marque du produit, c'est Kepone. Plus tard, en France, quand la France va reprendre le brevet, ce sera commercialisé sous le nom Curlone. Mais là, c'était Kepone. Donc, les ouvriers fabriquaient du Kepone en masse et ils sont tombés malades avec des atteintes neurologiques, atteintes testiculaires, atteintes digestives. Alors, il faut savoir que ce syndrome du Kepone n'a jamais été observé aux Antilles. On n'a jamais vu ce syndrome aux Antilles. Alors, l'une des raisons, c'est que lorsqu'on a fait les tests sur les ouvriers, ces ouvriers présentaient plus de 1000 microgrammes de chlordécone dans le sang. Tout à l'heure, je vous ai dit que la limite maximale de résidus autorisés de chlordécone dans l'aliment, c'est 20. Or, ces ouvriers présentaient plus de 1000 microgrammes. Donc, c'est dire la concentration de chlordécone qu'ils avaient dans le sang. Oui, bon, oui, voilà, c'est là. Ils avaient plus de 1000 microgrammes. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une fois que ces ouvriers ont cessé d'être intoxiqués au chlordécone, les signes ont régressé. Voilà. Au fur et à mesure, parce qu'ils n'étaient plus… Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'usine a été fermée. Tous les appareils qui servaient à fabriquer le chlordécone ont été enterrés. Et on a fait un suivi de ces personnes et on a constaté qu'au fur et à mesure donc, qu'ils n'étaient plus en contact donc, avec le chlordécone et au fur et à mesure que leur corps éliminait ce chlordécone, ben, les signes ont régressé progressivement. Donc, au niveau de ces effets incontestables, grâce à cette expérience qui s'est passé en Virginie. Donc, aujourd'hui, on sait que le chlordécone engendre des troubles neurologiques. Quelles sont ces atteintes neurologiques, chers amis? Donc, troubles neurologiques à type de troubles de la motricité avec essentiellement des tremblements. Alors, ça rappelle un peu le Parkinson, mais ce n'est pas du Parkinson. Ils présentaient des troubles de l'humeur, des troubles de l'élocution. Ils avaient aussi des troubles de la mémoire immédiate, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient mangé ce midi, ils ne se rappelaient plus de ce qu'ils avaient mangé ce midi ou encore de ce matin. C'est ce qu'on appelle la mémoire immédiate, c'est ce qu'on a fait ce matin, ce midi, ou voire encore hier. Okay? Ça, c'est la mémoire immédiate. Donc, ils présentaient des troubles. Ils présentaient également des mouvements anarchiques des globes oculaires. Alors, les globes bougeaient un petit peu dans tous les sens. Voilà un petit peu les troubles qu'ils présentaient. Et si j'ai mis cette image, donc on voit des scientifiques ou des médecins qui sont en train d'analyser un peu le cerveau, c'est que tout simplement, on ne sait pas encore à quoi c'est dû. On ne sait pas comment le mécanisme d'action du chlordécone pour produire ces atteintes neurologiques. Alors, il y a des hypothèses, hein, puisque dans notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, etc. Et on pense qu'il y aurait une interaction, que le chlordécone agirait sur ces neurotransmetteurs, mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y a une grande controverse et des recherches sont en cours actuellement pour pouvoir préciser le mode d'action du chlordécone. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas encore de lien établi avec l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. D'accord? Ça va tellement vite là dans mon cerveau que mon cerveau va beaucoup plus vite que ma bouche et je bafouille un peu, excusez-moi. Donc, pas de lien aujourd'hui établi, pour l'instant, on dit bien pour l'instant, établi avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour les atteintes neurologiques liées au chlordécone. Ensuite, chers amis, deuxième impact sur la santé qui est incontestable, c'est sur les organes sexuels. Problème de fertilité chez les hommes, exactement comme chez la souris, hein, et problème également de reproduction, surtout chez les femmes. Et puis, d'autres problèmes concernant la reproduction, c'est aussi les enfants que nous faisons. Problème chez les enfants, que nous allons considérer rapidement.
Donc, premièrement, atteinte testiculaire, et on a constaté que le chlordécone induit une baisse de la production et de la qualité des spermatozoïdes. Là encore, on ne sait pas encore comment ça marche, mais on l'a constaté. C'est un fait avéré aujourd'hui. Donc, ce qui pose des problèmes de fertilité aux hommes. Donc, cela veut dire, chers amis, pourquoi y a-t-il des millions et des millions de spermatozoïdes? Tout simplement parce que il faut que le meilleur d'entre eux arrive à féconder l'ovule pour pouvoir produire un enfant qui soit fort, hein, physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement, d'accord, dans les 3 dimensions de l'être humain, il faut qu'il soit le plus fort que possible. Donc, les spermatozoïdes vont parcourir, oui, ils vont plutôt, il y a un véritable parcours du combattant qu'ils vont commencer dès le col de l'utérus jusqu'à l'arrivée au tiers externe de la trompe de Fallope pour pouvoir rencontrer l'ovule, chers amis. Et ceci représente pour eux 3 fois le tour de la Terre. C'est immense parce qu'ils sont extrêmement petits et il y a également beaucoup de dangers, sans compter l'acidité du vagin de la femme. Et c'est la raison pour laquelle le rôle de la prostate notamment est de sécréter un liquide alcalin pour protéger les spermatozoïdes lorsqu'ils vont remonter, ils vont traverser le vagin et qu'ils vont remonter. Donc, problème de fertilité. Si le nombre de spermatozoïdes diminue et que la qualité diminue, eh ben, l'homme aura de plus en plus de mal à pouvoir féconder, les spermatozoïdes auront du mal à féconder un ovule et l'homme aura des difficultés à avoir des enfants. Et ceci se voit, chers amis, jusqu'à la 3e génération. La descendance est impactée par ce problème, cette baisse de production et de la qualité et de la quantité également des spermatozoïdes, jusqu'à la 3e génération. Alors, certaines personnes parlent de génocide, nous n'irons pas jusque-là, génocide des Antillais, nous n'irons pas jusque-là, mais voilà comment un petit peu agit le cholestérol au niveau testiculaire. Ensuite, au niveau de la reproduction, le chlordécone, pardon. Merci, secrétaire. Le chlordécone. Maintenant, au niveau de la reproduction, chers amis, il y a un risque augmenté de prématurité lorsqu'il y a une femme présente du chlordécone dans son sang. Donc, okay. Risque augmenté de prématurité. Comment le sait-on? C'est certifié par une étude qui a été réalisée entre 2004 et 2007, qui s'appelle l'étude Timoun. C'est une Timoun qui veut dire enfant en créole et qui a été diligentée donc par l'INSERM. Et cette étude s'est réalisée en Guadeloupe. Et voilà la conclusion de cette étude, chers amis. Ils disent ceci. L'exposition maternelle au chlordécone a été retrouvée associée de manière significative à une durée raccourcie de grossesse ainsi qu'à un risque augmenté de prématurité, quel que soit le mode d'entrée au travail d'accouchement, d'accord, spontané ou induit. Ces associations pourraient être expliquées par les propriétés hormonales du chlordécone. Ça veut dire quoi tout ça? C'est que plus il y a du chlordécone, d'accord, chez une femme enceinte, eh bien, plus la grossesse se retrouve raccourcie. Donc, c'est le risque de prématurité, donc d'accoucher avant l'heure. Et ils disent, quel que soit le mode d'entrée au travail, soit c'est un mode d'accouchement spontané ou que ce soit induit, donc ça veut dire un déclenchement et par césarienne ou par césarienne. Donc, ces associations, disent-ils, pourraient être expliquées par les propriétés hormonales du chlordécone. Nous allons considérer ces propriétés hormonales tout à l'heure, puisqu'on dit que le chlordécone, c'est aussi un perturbateur endocrinien. Donc, premier problème au niveau de la reproduction. Alors, deuxième problème, puisque nous avons d'abord une atteinte testiculaire, donc problème de fertilité chez les hommes, risque augmenté de prématurité chez la femme, problème également d'hérédité chez l'enfant. Lorsque les 15 premiers jours de la grossesse sont cruciaux, d'accord? C'est une période cruciale parce que des transformations importantes ont lieu et c'est le moment où l'ADN, donc
l'acide désoxyribonucléique. C'est cet ADN qui va fournir aux cellules toutes les informations, qui va les commander, qui va leur dire comment elles doivent se comporter, et dont nous avons l'image ici. Eh bien, en présence de chlordécone, cet ADN sera mal synthétisé et l'enfant peut avoir des problèmes génétiques importants par la suite. Donc, problème d'hérédité, problème de génétique également. Période cruciale, les 15 premiers jours de la grossesse, avec un ADN qui sera mal synthétisé en présence du chlordécone. Mais nous avons aussi un deuxième problème, c'est que le chlordécone traverse la barrière placentaire. Le placenta, c'est un filtre. Alors, il est là pour nourrir l'enfant, mais il fait office aussi de filtre pour qu'un certain nombre d'éléments n'arrivent pas à l'enfant. Malheureusement, la molécule de chlordécone traverse le placenta. Et ce chlordécone pourrait avoir des effets négatifs sur le développement moteur et cognitif du bébé. Ça, c'était le deuxième problème au niveau de la reproduction. Troisième problème, c'est l'allaitement. Bien que ce ne soit pas en grande quantité, il y a quand même du chlordécone dans le lait maternel. Et si la mère allaite son enfant avec du chlordécone, dès 3 mois, on peut voir un risque d'hypothyroïdie chez l'enfant avec un retard de croissance statural, une fatigue inhabituelle chronique, dépression, frilosité, rythme cardiaque lent, constipation, perte de mémoire, peau épaisse et froide, chute des cheveux, baisse du quotient intellectuel, etc., etc. Tous les problèmes qui peuvent accompagner l'hypothyroïdie lorsqu'il n'y a pas la thyroïde ne sécrète pas les hormones dont elle a la charge, voilà les signes que l'on peut avoir chez un individu. Donc, on peut l'avoir dès l'âge de 3 mois chez un enfant. Et puis, quatrième problème, chers amis, c'est le développement de l'enfant lui-même. Parce que si l'enfant est né et allaité avec un lait maternel riche avec du chlordécone, pas forcément riche en chlordécone, mais avec du chlordécone. Et puis, tout dépend aussi de l'alimentation. Si au niveau de son alimentation, on reçoit encore du chlordécone, ce chlordécone peut avoir des effets négatifs aujourd'hui. C'est pas peut avoir, a des effets négatifs sur le développement neurologique, comportemental et moteur de l'enfant. Mais encore une fois, toutes ces choses sont à l'étude, mais les études ont été surtout faites sur des souris et c'est ce qu'on constate chez les souris et il est par l'expérience qu'on a eue chez ces ouvriers de l'usine de Virginie démontre que la chose est possible également sur les êtres humains. Et l'étude Timoun qui a été faite et qui est toujours en cours parce que ces enfants qui sont nés entre-temps sont encore suivis et les premiers éléments que l'on a démontrent justement que le chlordécone a un effet négatif sur le développement des enfants. Donc ça, chers amis, nous venons, troisième élément, c'est le système digestif. Et au niveau du système digestif, nous avons affaire à un dysfonctionnement hépatique, un dysfonctionnement du foie. Le foie ne va plus fonctionner convenablement et ce qui va se passer, c'est que le foie, c'est au niveau du foie que le chlordécone va être stocké. C'est la raison pour laquelle, chers amis, si on tue un bœuf, il ne faut surtout pas manger son foie. Parce que c'est dans le foie qu'on va surtout trouver la plus grande concentration de chlordécone. On va retrouver aussi du chlordécone non seulement au niveau du foie, mais on en retrouve également dans le sang, on en retrouve dans les graisses, on en retrouve dans les muscles, on en retrouve dans la bile qui est produite par le foie, rappelez-vous, et stockée dans la vésicule biliaire. Mais c'est surtout dans le foie que tout le chlordécone est stocké et c'est pourquoi il est responsable de dysfonctionnement. Ça peut même dégénérer en cancer. Et on retrouve chez ces personnes une hépatomégalie. C'est un gros foie parce que, justement, il fait office de réservoir de chlordécone. Et nous allons revenir tout à l'heure sur cette partie au niveau de l'élimination du chlordécone. Donc, ces 3 éléments, donc les atteintes, les troubles neurologiques,
les troubles de reproduction et de fertilité, le dysfonctionnement du foie représentent aujourd'hui des effets incontestables. C'est-à-dire que bon, les scientifiques et les médecins sont d'accord entre eux, pas de problème. Par contre, il y a des effets controversés et tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde n'est pas d'accord. Premier élément controversé, c'est au niveau du système génital, le cancer de la prostate. Tout d'abord, il faut savoir que nous, les Martiniquais, nous sommes les premiers en matière de cancer de la prostate. Nous avons la médaille d'or, chers amis, devant la Norvège et la France métropolitaine. Alors, à ce niveau-là, j'ai été assez surpris de ne pas retrouver, puisque là, nous avons le top 10 des cancers de la prostate dans le monde. J'ai été étonné de ne pas retrouver la Guadeloupe. Pourquoi nous n'avons pas la Guadeloupe ici? Puisque vous entendez parler comme moi de l'affirmation de certains scientifiques que le chlordécone est responsable aujourd'hui de ce taux élevé de cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe, dans les Antilles en tout cas, par rapport à ce chlordécone. Donc, pourquoi retrouve-t-on la Martinique en tout premier et où est la Guadeloupe? La Guadeloupe n'est même pas dans les 10 premiers. Alors, j'ai quand même recherché, chers amis, parce qu'il fallait que je sache où se trouve la Guadeloupe. Et regardez sur le graphique d'à côté où se trouve la Guadeloupe, là, entourée de rouge. La Guadeloupe est en 13e position. D'accord? Vous voyez? Avec 105,2 cas pour 100 000 habitants, tandis que nous, en Martinique, nous avons 227,2 cas pour 100 000 habitants. Cela signifie quoi? Que nous, en Martinique, où nous sommes à 380 000 habitants, s'il faut 227,2 cas pour 100 000 habitants, nous multiplions par 3 pour 300 000, eh bien, nous sommes déjà à 600 et quelques cas, 660 et quelques cas, ou 70. Et par rapport aux 80 000 supplémentaires, si nous sommes un petit peu, donc c'est 80%, ouais, voilà, on peut près de 700 cas par an en Martinique, c'est énorme. Et lorsque nous regardons les chiffres de la Guadeloupe, nous avons 2 fois plus de cancers en Martinique qu'en Guadeloupe. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi? Alors je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi avons-nous 2 fois plus de cancers de la prostate que la Guadeloupe? Or, nous l'avons vu, 300 tonnes de chlordécone ont été déversées sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe comprises. Hein, nous avons à peu près la même quantité de terre polluée et la même situation sanitaire. Alors pourquoi autant de cancers de la prostate en Martinique? Et la question que l'on peut légitimement se poser, mais est-ce réellement le chlordécone? Est-ce que le chlordécone est le seul facteur responsable de ce taux de cancer? Parce que sinon, la Guadeloupe exploserait aussi comme nous. On serait à peu près au même chiffre. Or là, nous avons 2 fois plus que la Guadeloupe. Et ils ont la même problématique que nous. Alors, une étude a été diligentée en Guadeloupe toujours. Cette étude s'appelle l'étude Caroul-Prostate. Et voilà la conclusion, une des conclusions, une partie de la conclusion de cette étude, chers amis. Et la conclusion est celle-là, c'est que l'exposition au chlordécone apparaît être un facteur de risque associé à une probabilité plus élevée de survenue de cancer de la prostate. Ça signifie que, chers amis, en présence de chlordécone, alors certes, oui, il y a plus de chances, d'accord, de faire de cancer de la prostate quand il y a du chlordécone. Mais ils disent, cette étude montre que cette notion d'association strictement statistique n'est pas synonyme de causalité. Ce n'est pas parce qu'en présence de chlordécone, on peut faire plus de cancer de la prostate, ça ne signifie pas que c'est le chlordécone qui est seulement responsable du cancer de la prostate. D'accord? Il y a plusieurs causes à cela. Et là, c'est un élément de réponse, chers amis.
D'accord? Il n'y a pas que le chlordécone, parce que sinon la Guadeloupe serait au même état que nous. Je vous l'ai dit au départ, hein, moi-même, je suis tombé de mes certitudes aussi lorsque j'ai fait les recherches pour cette présentation. Et moi qui pensais connaître le chlordécone, eh bien, je me suis rendu compte que je ne connais pas le chlordécone, je ne connaissais pas ce dossier. Et c'est surprenant, chers amis. C'est surprenant. Qui dit association ne dit pas causalité. C'est pas la cause, forcément, c'est pas seulement la cause, c'est associé, mais ce n'est pas la cause. Alors, le professeur Luc Multinier va nous en dire quelques mots. Écoutons-le. Oui, le chlordécone est cancérigène. Le chlordécone a un potentiel cancérigène, cela a été démontré clairement chez l'animal de laboratoire. Pour l'homme, des travaux qui ont été réalisés ces dernières années, en particulier aux Antilles, montrent qu'effectivement l'exposition au chlordécone entraîne un surrisque de survenue du cancer de la prostate en particulier. Non, la surincidence du cancer de la prostate aux Antilles comparée aux valeurs qu'on a en France métropolitaine sont en grande partie expliquées par les origines des populations. Il faut savoir qu'en fonction des origines des populations, certains cancers sont plus fréquents que d'autres. Et par exemple, les populations antillaises ont certes plus de cancer de la prostate, mais ont par exemple moins de cancer du sein. Des études spécifiques montrent qu'il y a ce qu'on appelle un surrisque, autrement dit qu'il y a plus de chances d'avoir ou de développer un cancer de la prostate lorsqu'on est exposé et fortement exposé au chlordécone comparé à ceux qui le sont moins. Alors, chers amis, je voudrais revenir un petit peu, lorsqu'on revient en arrière, regardez la troisième marche du podium, on retrouve la France métropolitaine et la Guadeloupe est en 13e position, alors que la Guadeloupe est concernée aussi par ce problème de chlordécone. Comment se fait-il qu'on retrouve la France métropolitaine avant la Guadeloupe? C'est quand même étonnant tout cela, chers amis. Et comme l'a dit le professeur Luc Multinier, il vient de le dire, oui, le chlordécone est associé, d'accord, au cancer de la prostate, mais n'est pas la seule cause. Il y a d'autres causes qui expliquent le taux de cancer élevé de la prostate aux Antilles, et notamment dans notre petite Martinique. Deuxième, chers amis, effet controversé, c'est la notion de perturbateur endocrinien. Et nous allons considérer également le troisième effet, hein, c'est-à-dire que sur l'organisme en général, le chlordécone serait responsable de tumeurs. Alors là aussi, c'est un point d'interrogation. Les études sont en cours et on ne peut pas l'affirmer. De toute façon, nous allons considérer ceci maintenant. Alors, Sébastien Denis, qui est directeur santé et environnement de Santé publique France, nous dit à propos des perturbateurs endocriniens que le chlordécone, il l'affirme, hein, il le dit. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais il le dit. Le chlordécone, dit-il, est un perturbateur endocrinien reconnu et même à très faible dose, il peut y avoir des effets sanitaires. À très faible dose. Or, aujourd'hui, lorsqu'on nous voyons que on parlait tout à l'heure de la limite de la valeur limite de résidu qui était à 20 microgrammes. Il dit que même à très faible dose, le chlordécone a déjà des effets sanitaires. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Alors, rappelez-vous, il y a 2 samedis de cela, nous avions parlé un petit peu des lois du corps humain et nous avons vu comment le corps humain est formé. Il y a 4 grands groupes d'organes dans notre corps. Il y a tout d'abord un premier groupe de soutien et de mouvement. Le système squelettique, le système musculaire, le système articulaire nous permettent à notre corps de pouvoir se mouvoir, de pouvoir nous permettre de nous soutenir également. Nous sommes assis, nous avons la possibilité de pouvoir rester assis, nous pouvons nous mettre accroupis, nous mettre debout, etc. Donc ça, c'est un premier groupe, un premier 3 systèmes, système squelettique, le squelette, les muscles, les articulations, qui nous permettent de nous mouvoir, de bouger. Et puis, il y a un deuxième groupe pour construire le corps,
pour pouvoir réparer le corps, mais aussi pour pouvoir maintenir le corps. Donc, un groupe de maintien où on va retrouver le système cardiovasculaire qui sera étroitement associé au système respiratoire. Nous allons retrouver également le système lymphatique. Nous allons retrouver le système urinaire et enfin le système digestif. Okay? Donc, tous ces systèmes permettent, je le disais, de maintenir le corps, de le réparer, mais aussi de le construire. Et puis, nous avons un groupe pour la continuité. Ce sont les organes génitaux, d'accord, qui permettent d'assurer la continuité de l'espèce humaine. Rappelez-vous, nous l'avons vu ensemble, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, après les avoir bénis, après les avoir mariés, il leur a dit, croissez, multipliez, remplissez la terre. Donc, il leur a donné des organes sexuels pour avoir des relations sexuelles et pour pouvoir faire des enfants, pour perpétuer la race humaine. Mais pour pouvoir contrôler tout cela, chers amis, nous avons un dernier groupe de contrôle et de régulation. Et c'est là que nous retrouvons deux systèmes très importants. C'est ceux qui sont au contrôle du corps humain, contrôler et réguler le corps humain. Donc, nous retrouvons les systèmes nerveux et systèmes endocriniens. Tout d'abord, le système nerveux. Nous retrouvons le chef des chefs, le cerveau. Nous avons également le prolongement du cerveau dans la colonne vertébrale, la moelle épinière. Et puis, nous allons retrouver également des nerfs. Ce système nerveux représente ce que j'appelle le réseau routier du corps. Parce que le cerveau est en relation, nous avons une cartographie, le cerveau a une cartographie du corps. Et il doit savoir ce qui se passe au niveau du corps, même les endroits les plus éloignés. C'est-à-dire qu'au bout, juste le bout de mon gros orteil, le cerveau doit savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Et il va recevoir des informations venant des différents organes, mais venant surtout de la peau, l'organe le plus important du corps, sur ce qui se passe dans l'environnement, mais en relation avec le corps. Et ces informations sont véhiculées donc, par le réseau routier que représentent les nerfs. Et ces nerfs, nous les retrouvons dans tout le corps humain, chers amis. Dans l'exemple du diabète, je vous l'ai montré la semaine dernière, à quoi servent les nerfs? Les nerfs, alors, pas dans le diabète seulement, mais pour tout le monde. Lorsque nous marchons sur une punaise ou sur un clou, il faut bien que le cerveau soit informé qu'il y a quelque chose qui ne va pas sous le pied. C'est le rôle de la douleur. Et la douleur, c'est une information qui est acheminée par les nerfs pour pouvoir dire au cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas sous le pied. Malheureusement, chez les diabétiques, nous l'avons vu, certains qui ont un diabète très déséquilibré souffrent de ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, maladie des nerfs. Les nerfs ne sont pas bien vascularisés, donc l'information n'est pas véhiculée, l'information ne passe pas et le cerveau ne sait pas ce qui se passe sous le pied. Si bien que, eh bien, chers amis, nous aboutissons à ça. Hein? Rappelez-vous, c'est une plaie qu'on appelle le mal perforant plantaire. Donc, la personne est montée sur un clou, mais le cerveau n'est pas informé de cela. Donc, la personne, parce que dès qu'on monte sur un clou, déjà, le premier réflexe, c'est de ne pas appuyer dessus. Donc, le corps se mobilise pour qu'on puisse soulever une jambe, chers amis. Et puis, eh bien, tout de suite, il faut aller regarder et enlever cet élément sous le pied. Donc, le cerveau a besoin aussi de cinq facultés, ou je vais dire 6 facultés extraordinaires. Mais on parle de 5 sens aujourd'hui, quoiqu'on parle de plus en plus de 6 sens. De 6 sens, nous avons l'œil. Ben justement, l'œil, le cerveau est informé qu'il y a un problème en dessous des pieds. Donc, le premier réflexe, c'est de regarder sous les pieds, chers amis. Lorsque nous sommes en voiture et que, imaginez que moi, mon fils soit insupportable derrière et que je me retourne pour lui donner 2 tapes ou encore pour le réprimander et que je laisse la route de vue, eh bien, et que ma femme est à côté et me dit « Chérie, attention, il y a un camion qui vient et je suis passé sur l'autre côté de la route. » Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le cerveau est informé par ce que l'œil voit.
L'œil voit un camion. Enfin, encore, ce n'est pas l'œil qui voit. L'œil va transmettre l'information, mais c'est le cerveau qui va comprendre qu'il y a un camion qui est en train de venir. Et le corps, il est tellement extraordinaire, chers amis, qu'au niveau des reins, au-dessus des reins, nous avons deux glandes qu'on appelle les glandes surrénales. Et tout de suite, le cerveau informe ces glandes qu'il faut sécréter l'hormone de l'urgence pour que moi, je puisse réagir vite pour éviter le danger, l'obstacle qui est en train d'arriver. Et à ce moment-là, l'adrénaline, l'hormone de l'urgence, est sécrétée et va tendre mon organisme pour que, par réflexe, je puisse prendre le volant et rapidement déterminer ce que je dois faire pour éviter cet obstacle. Et chers amis, après avoir évité l'obstacle, je m'arrête 2 minutes pour souffler parce que je suis en train de trembler comme une feuille. Sous l'effet de l'adrénaline, et j'ai évité un danger. Donc, le cerveau est informé de ce qui se passe pour pouvoir réagir. Donc, par l'œil, mais aussi par les oreilles, l'ouïe, par l'odorat, le nez par l'odorat, par le goût, grâce aux papilles gustatives, et puis par la peau, je le disais tout à l'heure, qui va pouvoir distinguer, et le cerveau peut distinguer ce qui pique, ce qui brûle, ce qui est froid, ce qui est chaud. Il peut distinguer aussi une caresse, un frôlement, quelqu'un qui nous pince, une pincée mécanique, etc., etc. L'aiguille, il sait que ce n'est pas un pincement de la peau, mais c'est une aiguille qui est en train de piquer, ou encore comme lorsqu'une abeille nous pique. Le cerveau sait distinguer tout ça. Et puis, nous avons le 6e sens, c'est la proprioception ou encore l'équilibre. Donc, tous ces éléments interviennent avec le système nerveux pour permettre au corps d'interagir avec l'environnement. Et puis, 2e système, donc nous avons un système de contrôle, mais nous avons aussi un système, quoique le cerveau régule aussi, un système de régulation. Et ce système de régulation, c'est ce qu'on appelle le système endocrinien. Grâce à des glandes, alors nous avons les 3 chefs d'orchestre dans le cerveau, l'hypothalamus, la glande pinéale et la glande pituitaire. Nous avons l'hypothalamus, l'épiphyse, l'hypophyse, etc. Bon, bref, les détails. Nous avons la thyroïde et la parathyroïde, le thymus, les surrénales, les glandes surrénales. Voilà, ce sont ces fameuses glandes surrénales qui sont chargées de sécréter l'adrénaline. Nous avons les testicules, les ovaires et enfin le pancréas. Et ce réseau, chers amis, ce n'est pas le même réseau. Tout à l'heure, nous avions un réseau routier et celui-là, je l'appelle le réseau maritime parce que ces glandes ici, ces organes qu'on appelle des glandes, vont sécréter des messagers chimiques, des facteurs chimiques qui seront déversés dans le sang et qui iront vers les organes cibles. D'accord? Ces hormones sont chargées d'aller porter une information à un autre organe qui est situé beaucoup plus loin. Donc, c'est le réseau maritime. Tout à l'heure, nous avons le réseau routier, les nerfs, et là, ces hormones vont emprunter un autre trajet, c'est le sang qui va circuler un petit peu dans tout l'organisme. Et l'exemple que nous allons prendre, c'est le pancréas. C'est un exemple que nous avons déjà pris, mais il n'y a pas de mal à revenir dessus pour comprendre un petit peu le problème du diabète aujourd'hui. Donc, le taux de sucre dans le sang, chers amis, est sensiblement égal à 1 gramme par litre dans le sang. Donc, la glycémie. D'accord? Notre pancréas, lorsqu'il y aura une variation de cette glycémie, en sera informé. Donc, premier exemple, une glycémie qui monte à 3 grammes par litre dans le sang. Que fait le pancréas? Il va sécréter une hormone, cette hormone qui s'appelle l'insuline. Que fait l'insuline? L'insuline va agir au niveau des cellules pour les amener, pour leur faire consommer le sucre. Parce que sans l'insuline, les cellules ne peuvent pas consommer le sucre. Nous allons le voir. Ensuite, l'insuline ira agir au niveau du foie pour transmettre une information au foie pour lui dire, écoute, il y a trop de sucre en ce moment dans la circulation, il faut que tu stockes. Et le foie va stocker du sucre sous forme de graisse. Ensuite, l'insuline va aussi agir au niveau des muscles pour leur dire qu'il y a trop de sucre, stockez vous aussi. Et les muscles vont stocker sous forme de graisse aussi, mais pour leur usage personnel. C'est pourquoi je ne schématise pas la graisse stockée par les muscles, parce que eux, c'est pour leur usage personnel. Ces 3 éléments, donc l'insuline, c'est une hormone, les cellules, le foie et les muscles sont des
organes cibles ou des éléments cibles de l'insuline. L'insuline va apporter une information pour les cellules, le foie et les muscles, mais ça à travers le sang. Ces trois actions ont pour but, lorsque les cellules vont consommer le sucre, que le foie va stocker sous forme de graisse, que les muscles vont stocker sous forme de graisse, 2 heures plus tard, la glycémie est revenue à 1 gramme par litre dans le sang. Donc ça, chers amis, c'est hyper important. C'est un mécanisme de régulation. Et le diabète apparaît quand il n'y a pas d'insuline, premièrement. Ça, c'est le diabète de type 1. Et quand il y a de l'insuline, mais que l'insuline agit mal, c'est le diabète de type 2. Donc, la régulation ne se fait pas. Et ça entraîne une maladie, le diabète, qui est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, nous l'avons vu, qui est la 2e cause de cécité au monde, qui est la 3e cause d'insuffisance rénale, qui est aussi responsable de la moitié des amputations des membres inférieurs. Je vous ai montré ces plaies dégueulasses là tout à l'heure. Eh chers amis, sachez qu'elles sont belles là, celles-là, et vous n'avez même pas l'odeur. Alors imaginez nous, ce que les infirmiers, ce que nous vivons à l'hôpital, avec ces personnes qui arrivent avec des diabètes complètement déséquilibrés, des personnes qui mangent n'importe comment malgré leur diabète et qui présentent ce type de problème. Donc, chers amis, ça c'est un système de régulation qui est hyper important. Maintenant, deuxième situation, deuxième variation de la glycémie, mais vers le bas. On est dans l'hypoglycémie, on est à 0,6 grammes par exemple. OK? Là aussi, le pancréas est informé que ça ne va pas. Il n'y a pas suffisamment de sucre. Donc, le pancréas va sécréter une hormone qui s'appelle le glucagon. Que va faire ce glucagon? Il ira uniquement au niveau du foie et dire au foie, écoute foie, là, nous sommes en temps de crise. OK? Donc, il n'y a pas suffisamment de sucre dans le sang, il faut que tu agisses. Que fait le foie? Le foie, rappelez-vous, en temps d'abondance, il a stocké pour les temps de disette. Et nous sommes dans ce temps de disette. Que va-t-il faire? Alors, tout à droite de la diapo, vous voyez, j'ai schématisé le foie avec le sang qui arrive en bleu pâle. Le sang arrive en bleu pâle tout simplement parce qu'il est pauvre en sucre. Que fait le foie? Il va récupérer une quantité de graisse, il va transformer cette graisse en sucre et va libérer ce sucre dans le sang. Et vous voyez, le sang va repartir du foie riche, en tout cas plus riche en sucre. En tout cas, la valeur sera revenue à la normale, 1 gramme par litre dans le sang. Donc là aussi, c'est un autre mécanisme. Ce mécanisme est hyper important, chers amis, parce qu'il est lié à la survie de l'individu. Il est lié à notre survie. C'est la raison pour laquelle on appelle l'insuline une hormone hypoglycémiante. Son rôle, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et le glucagon est appelé hormone hyperglycémiante puisque son rôle, c'est de faire monter le taux de sucre dans le sang. Dans le cas où on fait un jeûne, dans le cas où on a sauté 1 ou 2 repas, où il y a une disette alimentaire, on peut pas, on est confiné, les magasins sont fermés, certaines personnes sont restées 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger, il y a une survie de l'organisme et le corps va mettre en place des mécanismes pour rester en vie. Alors, chers amis, regardez cette image maintenant. Sur cette image, comment est-ce que l'insuline va agir? Là, il nous faut comprendre comment agit un perturbateur endocrinien. D'accord? Donc, la cellule contient un récepteur à insuline. Qu'est-ce que c'est que ce récepteur? Les hormones, ce sont des messagers et ils vont vers des organes cibles. Les organes cibles contiennent des récepteurs pour ces hormones-là. OK. La cellule contient aussi un passage pour le glucose. Donc, voici le glucose qui arrive et voici l'insuline, l'hormone. Voilà l'hormone sécrétée par le pancréas. Pour que le passage du glucose puisse s'ouvrir, pour laisser rentrer le glucose, il faut introduire donc l'insuline dans le récepteur. Et c'est ce qui se passe sur cette image. Voilà comment l'insuline aide la cellule à consommer le sucre qui est dans le sang. Donc, nous comprenons aisément là le principe du diabète.
le diabète, c'est quoi? C'est une maladie caractérisée par un taux de sucre trop élevé dans le sang. Pourquoi ce taux de sucre est-il trop élevé? Tout simplement parce qu'il y a un manque d'insuline et que les cellules du corps ne peuvent pas consommer ce sucre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la clé pour ouvrir la porte. Voilà comment agit l'insuline dans le récepteur. Et ce récepteur, une fois que la clé est introduite dans le récepteur, ça induit un comportement de l'organe cible. Entre autres, ici, cet organe cible, c'est la cellule et son rôle, c'est d'ouvrir le passage. À ce moment-là, le glucose peut rentrer et le corps peut satisfaire son besoin en énergie, donc en sucre. Malheureusement, chers amis, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Pourquoi les appelle-t-on des perturbateurs endocriniens? Tout simplement parce que ce perturbateur endocrinien va agir à deux niveaux, enfin de deux manières différentes. Première manière d'agir, il va agir en bloquant. Ça veut dire quoi? Là, il va agir en prenant la place ici de l'insuline. Là, l'insuline arrive et se positionne dans son récepteur. Le perturbateur endocrinien, que va-t-il faire? Il va s'introduire à la place de l'insuline. Mais il ne dit rien, il ne fait rien, il ne bouge pas. Le problème, c'est que quand l'insuline arrive, eh bien, il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. Et l'insuline ne peut pas agir. L'insuline ne peut pas, alors, l'insuline ne peut pas dire à la cellule ce qu'elle doit faire parce que la cellule ne reçoit pas d'informations de l'hormone. L'hormone, c'est un messager chimique qui est là pour donner une information à la cellule. Mais comme le perturbateur endocrinien, c'est aussi une molécule qui va agir comme une hormone. Mais là, il ne transmet aucune information. Il se contente de prendre la place de l'insuline. Donc, ce qui fait que l'insuline reste dans le sang et l'insuline n'agit pas. Donc, le passage du glucose ne s'ouvre pas et le problème reste entier. C'est la raison pour laquelle les perturbateurs endocriniens provoquent du diabète. Certains provoquent le diabète. D'accord? Donc, premier mécanisme d'action, c'est le blocage. Deuxième mécanisme d'action, c'est l'usurpation ou encore l'imposture. Cette fois, la molécule va prendre la place de l'insuline, mais la molécule va se comporter comme une hormone, comme l'insuline, et va donner des informations à l'organe cible. Mais le problème, c'est qu'il va exacerber l'organe cible et l'organe cible va réagir de manière excessive. Et c'est la raison pour laquelle les perturbateurs endocriniens sont responsables, par exemple, précoce, de croissance précoce. D'accord? Les enfants vont se développer de manière trop précoce. Vous regardez certains enfants, certaines petites filles de 10, 11 ans, 12 ans, elles ont déjà plus de seins que certaines femmes. Elles ont déjà au niveau de leur corps, un corps, mais de femmes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce perturbateur endocrinien, il est là et il agit et il donne trop d'informations et l'organe agit de manière excessive. C'est ça qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ils agissent soit en bloquant l'information ou soit par imposture. Ils prennent la place de l'hormone et ils vont agir de manière excessive. Alors tout ça, chers amis, nous devons le nuancer, hein? Le nuancer comme le dit ce monsieur Rémi Slama, qui est directeur de recherche à l'INSERM et président du conseil scientifique du Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Il déclare qu'une bonne connaissance des effets de cette substance sur l'organisme nécessite encore de nombreuses recherches. D'accord? On ne sait pas encore tout, on ne comprend pas encore tout. Alors, attention aux questions que vous allez me poser tout à l'heure, parce que déjà, je ne suis pas médecin. Et là, ce sont des choses qu'on décrit, mais dont les mécanismes sont extrêmement complexes et on n'a pas encore tout compris. C'est la raison pour laquelle, chers amis, encore une fois, permettez-moi déjà de faire le lien avec la nourriture que Dieu nous a donnée au départ. Lorsque nous nous éloignons de ce que Dieu nous donne, eh bien voilà aujourd'hui où nous en sommes.
La science a déclaré que Dieu est mort, que Dieu n'existe pas. Voilà, vous avez besoin de ça, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et nous sommes, le temps que la science comprenne tous ces mécanismes, eh ben, malheureusement, il y aura beaucoup de victimes, chers amis. Et entre-temps, notre santé est en train de se dégrader. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc, rappelez-vous cette image, effet controversé du chlordécone en tant que perturbateur endocrinien, mais aussi en tant que responsable de tumeurs. C'est la raison pour laquelle, alors certains disent que oui, certains disent que non, que le chlordécone en tant que perturbateur endocrinien est accusé de puberté, voilà ce que je cherchais, le mot que je cherchais tout à l'heure, puberté précoce. Le chlordécone est accusé de puberté précoce en tant que perturbateur endocrinien. Mais encore une fois, chers amis, les choses ne sont pas encore prouvées tout à fait. Il y a une forte suspicion, mais ce n'est pas encore tout à fait prouvé. Quoique, véritablement, franchement, il n'y a pas à douter. Mais encore une fois, à prendre avec beaucoup de pincettes. D'accord? Donc, accusé de puberté précoce, accusé d'autisme, même des cas d'autisme. Rappelez-vous, le chlordécone qui traverse la barrière placentaire et qui va impacter le développement moteur et cognitif de l'enfant. Donc, il y a un impact. Il est aussi accusé de diabète, d'obésité, d'hypothyroïdie, notamment chez l'enfant dès 3 mois. Ça peut déjà se voir. Nous le comprenons mieux, pourquoi il est responsable de prématurité, mais aussi de fausses couches, parce que les fausses couches font aussi partie du problème causé par le chlordécone. Et puis, il est aussi responsable, il serait aussi responsable de cancer, les myélomes, etc., etc. Donc, j'emploie un conditionnel, chers amis. Mais là encore, la population cible, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une pandémie du chlordécone. C'est ciblé Martinique, Guadeloupe. Et c'est récent. Donc, il n'y a pas encore suffisamment de recherche pour établir les choses. Alors, il y a des plans chlordécone qui ont été mis en place. Il y a eu le plan 1, le plan 2, le plan 3 qui s'achève cette année. Et nous aurons un 4e plan chlordécone à partir de 2020. Dans ces plans chlordécone, il y a une part réservée à la recherche avec un financement pour pouvoir mieux comprendre la molécule de chlordécone et ses effets sur le corps humain. Alors, quand j'ai parlé de sortir les poubelles du corps, chers amis, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça au départ? Sachez que, je vous l'ai dit en toute honnêteté et humilité, je pensais connaître le sujet le chlordécone quelque peu, mais je me rends compte que je ne connaissais pas le chlordécone, chers amis. Et j'ai appris énormément. Et en fait, sortir les poubelles du corps, finalement, je suis obligé de revoir un peu le concept. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je voudrais faire parler le professeur Multigny. Plus d'un tiers des surfaces agricoles utiles et plus d'un tiers des littoraux marins sont contaminés par cette substance. Et cela entraîne une contamination de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, tout à fait presque normal, malheureusement, mais que la population soit fortement contaminée. Pour autant, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a du chlordécone dans le sang et dans son organisme, on va être systématiquement malade. Nous sommes tous malheureusement contaminés par une myriade de polluants, si ce n'est qu'un certain nombre de substances, dont le chlordécone, fait que ça va augmenter la probabilité de survenue d'effets indésirables. Nous sommes contaminés par une myriade de polluants. On parle du chlordécone, chers amis, mais il n'y a pas que le chlordécone. Il y a des myriades de choses qui nous polluent aujourd'hui, qui polluent notre organisme. Et c'est dans ce sens que j'avais parlé de sortir les poubelles. Parce que, chers amis, nous sommes en contact avec des polluants, aussi des toxines. Notre corps se retrouve engorgé, encrassé par tous ces éléments. Et il faut libérer notre corps. Et au niveau de l'organisme, nous avons un certain nombre d'organes qu'on appelle les émonctoires, qui sont des organes spécialisés dans l'élimination des toxines.
Ce sont, on pourrait les appeler les portes de sortie du corps. C'est pourquoi j'avais utilisé cette expression, sortir les poubelles du corps. Et leur rôle consiste à filtrer le sang pour en prélever les toxines, puis à les éliminer chacun dans un support particulier. D'accord? Alors, quels sont ces émonctoires? Eh bien, nous avons la peau, et la peau va éliminer les toxines à travers la sueur, chers amis. Nous avons également le foie, et le foie va éliminer, alors là, éliminer bon nombre de polluants, pesticides compris, hein, dans la bile. Et ces éléments seront éliminés après dans l'intestin, dans les intestins. Ensuite, nous avons aussi les reins qui vont filtrer le sang et éliminer ces éléments dans les urines. Nous avons également les poumons qui vont éliminer dans l'air expiré. Et enfin, nous avons les intestins qui vont permettre d'éliminer dans les selles. Alors, chers amis, sortir les poubelles du corps. Il est important de connaître ces organes, de connaître le fonctionnement de ces organes pour que nous puissions maintenir ces organes dans dans le meilleur état que possible pour qu'ils puissent accomplir leur travail. Parce que si les poumons chez le fumeur, chers amis, auront du mal à fonctionner correctement. Le foie qui est intoxiqué par de l'alcool, nous l'avons vu la semaine dernière, cette étude qui a été faite pendant plus de 20 ans et qui a révélé quoi? Que même un verre d'alcool par jour, ne serait-ce qu'un verre, est déjà nocif pour la santé. Il y a déjà des effets délétères et que ce seul verre d'alcool est déjà responsable de 100 000 décès par an. Donc, le foie qui est intoxiqué par l'alcool, chers amis, on a abouti à des cirrhoses hépatiques ou encore des pancréatites, eh bien, nos organes ne peuvent plus fonctionner correctement. Nos reins, chers amis, pour qu'ils puissent fonctionner correctement, il faut boire de l'eau. Beaucoup d'eau, pas du soda, pas des coca, chers amis. De l'eau. Et nos intestins, pour pouvoir éliminer correctement, eh bien, l'alimentation aussi est importante. Il faut que notre alimentation soit la plus riche que possible en fruits, en légumes, etc., pour nous permettre d'aller à la selle. Nous avons parlé des fibres alimentaires la dernière fois. Nous allons en dire quelques mots là. Alors, sachez que j'ai appris, je vous l'ai dit, j'ai appris beaucoup sur le chlordécone. Mais sachez que le chlordécone n'est éliminé que par les intestins à travers les selles. Et ce n'est pas beaucoup, chers amis. Il n'y a que 5 à 10% du chlordécone qui est éliminé à travers les selles. Le reste stocké dans le foie. Donc, il est très difficile d'éliminer le chlordécone. Et la science estime qu'aujourd'hui, là, 6 mois, j'arrête toute consommation de chlordécone. Il faudra à mon organisme près de 4 ans pour éliminer le chlordécone qui est déjà dans mon organisme. C'est énorme. Donc, oui, je crois que sortir les poubelles du corps, c'est plus que d'actualité quand même, parce qu'il nous faut garder ces organes-là le plus en état possible pour pouvoir agir. Parce que sinon, chers amis, nous avons dit qu'il n'y a pas que le chlordécone, les autres pesticides, le glyphosate, etc. Il y a tout plein d'autres, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a tout plein de substances qu'on retrouve dans les plastiques, etc., etc. Lorsque tous ces éléments-là arrivent, sans compter les problèmes dus à l'alimentation, à la sédentarité, à l'alcool, le tabac, nous en avons parlé la semaine dernière. Lorsque nous mettons ensemble tous ces vecteurs-là, une alimentation trop riche en sucre, trop grasse, trop riche en protéines, oui, trop grasse, trop riche en sel. Lorsque nous fumons, l'alcool, l'horloge biologique déréglée, on ne dort pas bien, on est sédentaire. Mes amis, vous imaginez, c'est un cocktail explosif pour notre corps pour développer nombre de tumeurs et d'autres maladies. Là, le corps n'est plus à même de pouvoir fonctionner. Donc, je voudrais terminer avec quelques conseils pour maintenir ces organes. Alors, nous n'avons pas le temps puisque là, nous sommes déjà à 1h41 de présentation. Je ne voulais pas aller au-delà de 1h45, mais aujourd'hui, il faut que nos organes soient le plus en état que possible pour pouvoir accomplir leurs fonctions. Donc,
quelques conseils rapidement. Mes amis, il faut boire, 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 boire. Mais boire quoi? De l'eau, chers amis. Pas ça. Non, pas ça. Mes amis, nous ne devrions plus avoir ça sur nos tables en Martinique ou ailleurs, quel que soit, même en France, quel que soit l'endroit. Mes amis, ça, c'est des réducteurs de vie. Hein? Ils raccourcissent nos gènes. J'en ai déjà parlé en Martinique dans certaines églises. Hein? On a constaté que les boissons gazeuses, les sodas, ce genre de choses raccourcissent les télomères. Les télomères, c'est au niveau des chromosomes. Eh bien, plus les télomères sont longs, plus ils sont gages de santé. Plus ils sont courts, plus ils sont gages de maladie. Il y aura des maladies. Et ces boissons raccourcissent ces télomères. Nous avons vu également qu'ils sont responsables aussi de crises cardiaques, sans compter l'obésité. Hein, avec, en plus, dans le plastique, c'est le bisphénol, je ne me rappelle plus le nom de ce principe, qui est considéré aujourd'hui comme un perturbateur endocrinien. Chers amis, éliminons ces choses, éliminons ces boissons de notre alimentation pour permettre à nos reins de bien fonctionner, pour permettre à nos intestins de bien fonctionner, pour permettre à notre foie de bien fonctionner, notre corps tout entier. Nous sommes faits de 70% d'eau, chers amis. Le sang est fait d'eau. Enfin, le sang contient 83% d'eau, chers amis. Les reins, 83%. Les poumons, 80%. Le cœur, 79%. Le cerveau, 75% d'eau. Les muscles, 75%. La peau, 64% d'eau pour avoir une belle peau, chers amis. Il est important de boire également. Les os, 22%. Donc, il nous faut boire de l'eau. Environ 2 litres par jour, chers amis, par personne. Surtout en ce moment où il fait très chaud. En métropole, le beau temps arrive, la chaleur va commencer, chers amis. Il est important de boire beaucoup d'eau. Avec cela, faire de l'exercice physique. Il faudrait un sujet par élément, chers amis, pour pouvoir traiter de tout le sujet. Mais les bienfaits de l'exercice physique, bienfaits sur le cerveau, bienfaits au niveau de l'appareil cardio-respiratoire, bienfaits sur le plan digestif, bienfaits sur le plan osseux, on est bien dans sa tête, bienfaits au niveau de la silhouette du corps pour perdre du poids, pour maintenir le poids également, chers amis. Sans compter que par la transpiration, nous allons également éliminer tout plein de toxines. Et puis, il nous faut revenir à l'alimentation que nous l'avons déjà vu, que Dieu nous a donné dès le départ et que nous trouvons dans Genèse chapitre 1er au verset 29. « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Quelle est cette nourriture, chers amis? Eh bien, les céréales complètes. Nous avons toute une variété de céréales, mais complètes de préférence, parce que les céréales simplifiées ou j'ai des trous raffinés, merci, des troubles de mémoire. Les céréales raffinées ne servent à rien. Il vaut mieux consommer de la farine complète que de la farine blanche, du riz complet plutôt que du riz blanc. Parce que ces éléments raffinés, chers amis, c'est que du sucre qu'ils nous apportent. C'est comme si on mangeait du sucre. Ça ne sert à rien, ça va faire monter le taux de sucre dans le sang rapidement. Nous aurons une décharge d'insuline et après, nous serons très vite en hypoglycémie. À 4 heures, 5 heures, on aura encore faim et on va encore tomber sur la nourriture. Nous avons aussi toutes les herbes, les condiments, les épices dans la nature pour donner du goût aux aliments, pour apprêter les aliments, pour conserver également les aliments. Nous avons une variété de fruits et de fruits, une variété également de légumes, une variété de graines qu'on appelle les légumes secs ou encore les légumineuses, qui nous permettent, tous ces éléments, chers amis, nous apportent quoi? Qu'il s'agisse des céréales complètes, des fruits, des légumes, mais aussi des légumineuses. Ils nous apportent surtout les fibres alimentaires dont nous avons besoin. Et ces fibres alimentaires, avons-nous dit, ce sont des sucres, ce sont des hydrates de carbone qui ne seront pas digérés par le corps, mais ils ont un rôle, leur rôle est d'agir comme une éponge. C'est comme les éponges avec lesquelles on essuie le tableau à l'école. Elle est toute ratatinée au départ, on la met dans l'eau et l'éponge gonfle. D'accord? Et les fibres, qu'est-ce qu'ils font dans les intestins? Eh bien, ils nettoient, ils sont là, ils gonflent et ils aspirent tout ce qui est à nettoyer et ils forment les sels, chers amis. Et ces sels, eh bien, lorsque nous irons sur le trône les déposer,
il ne faut pas que nous soyons comme cette dame. Parce que le problème aujourd'hui, ça aussi, c'est un autre problème. J'ai commencé ma carrière aux urgences de la Ménard à Fort-de-France. Chers amis, si vous voyez le nombre de personnes qui viennent aux urgences pour constipation, mais c'est affolant, c'est ahurissant. Le nombre de personnes qui viennent pour constipation de 2, 3, 4 jours, chers amis. Et il faut faire beaucoup des lavements pour pouvoir les faire aller à la selle. Donc, pour éviter ça, chers amis, revenir à cette alimentation. Mais nous allons aussi favoriser le travail des intestins, surtout le travail immunitaire de nos intestins, parce qu'ils ont un rôle également immunitaire. Et puis enfin, le Seigneur nous a donné aussi les oléagineux où nous allons trouver toutes les bonnes graisses nécessaires à notre organisme, sans cholestérol, sans triglycérides, sans graisses saturées qui vont boucher nos artères et provoquer l'infarctus du myocarde ou encore l'accident vasculaire cérébral. Alors, chers amis, vous me direz, ouais, mais écoute, aujourd'hui, par rapport au chlordécone, etc., comment faire? Nous avons notamment parlé de cette limite maximale de résidus qui est de 20 microgrammes. Alors, chers amis, permettez-moi de vous dire, de tout ce que j'ai compris là aujourd'hui sur le chlordécone, c'est le zéro chlordécone qu'il faut privilégier. Il nous faut nous orienter vers un zéro chlordécone. Le 20 microgrammes de chlordécone dans l'alimentation n'est pas acceptable. Parce que même en petite quantité, ça agit déjà sur notre organisme. L'alcool en toute petite quantité détruit déjà les cellules hépatiques, donc les cellules du foie. L'alcool en toute petite quantité détruit déjà les cellules du cerveau. Donc, ce n'est pas acceptable. Il faut nous diriger vers le zéro chlordécone. Mais comment se diriger vers le zéro chlordécone? Alors, il faut déjà savoir d'où viennent les aliments que nous mangeons. Mais ça, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Si on connaît quelqu'un qui cultive, mais il faudrait que cette personne ait fait faire analyser sa terre pour qu'elle soit sûre qu'il n'y a pas de chlordécone dans sa terre. Si quelqu'un nous offre des légumes, etc., mais ça sort d'où? On ne sait pas. C'est pas évident, c'est pas compliqué. Je n'ai pas la réponse, chers amis. Les vendeurs sur la route, d'où viennent les fruits et les légumes qu'ils ont? Alors, pour certains, on peut se rassurer, comme les bananes, nous l'avons dit, la banane, les avocats, les tomates, tout ce qui pousse en hauteur, pas de problème. Mais les laitues, les racines, etc., il faudrait qu'on sache d'où ça vient. Alors, on parle aujourd'hui du label zéro chlordécone, on nous parle aujourd'hui de l'alimentation bio. Mais se pose un autre problème qu'il nous faut prendre en considération parce qu'il nous faut être aujourd'hui des gens équilibrés. Et même ceux qui enseignent, il faut qu'ils soient équilibrés. Et c'est ce que je veux être, chers amis. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller acheter bio. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller à la vie claire, Naturalia, tout ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas du tout le même prix. Alors, à une mère de famille qui a 4, 5, 6 enfants, allez lui dire d'aller acheter bio, chers amis. C'est compliqué. La chose n'est pas simple du tout. C'est pas simple. Je n'ai pas la réponse. Mais il faut prendre en compte tout cela. Ce n'est pas aujourd'hui se donner des leçons à tout le monde. Il faut manger bio, il faut manger ceci, il faut aller vers le zéro chlordécone. OK, il ne faut pas que ça. Mais il faut mettre en place aussi des moyens pour que les gens puissent s'alimenter correctement. Et mettre en place des moyens, c'est que, je ne sais pas, des subventions qui permettent que les prix n'explosent pas. Parce que là, la mère de famille qui, avec 10 € s'achète un carton de poulet, ce n'est pas la même chose qu'aller en Naturalia acheter des steaks de soja. Ça n'a rien à voir, chers amis. Ça, il faut le prendre en considération. Hein? La viande aujourd'hui que l'on consomme, alors, bien entendu, quand on considère l'alimentation que Dieu nous a donnée au départ, il n'y avait pas de viande. Or, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi notre corps a besoin pour fonctionner. Il ne nous a pas donné de viande. Donc, il faut que nous arrêtions de croire ce que disent beaucoup de personnes, même des scientifiques, en disant que la viande est indispensable, etc. Ce n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir la cohérence de notre Créateur. Et nous l'avons vu avec le cholestérol.
la cohérence du créateur, parce qu'il a créé un organe qui s'appelle le foie, qui fabrique le cholestérol. Donc, il n'en met pas dans l'alimentation. Il est cohérent. Et ça demeure encore aujourd'hui une loi fondamentale de notre alimentation. Donc, aujourd'hui, chers amis, le problème, il est vaste. Il est vaste. La présentation de cet après-midi, c'est une sensibilisation. D'accord? Nous ne pouvons pas tout résoudre maintenant. D'accord? À notre échelle, nous n'avons peut-être pas les moyens de tout résoudre non plus. D'accord? Mais c'est une réflexion que nous devons avoir. Le dernier élément, je m'étais dit que c'est si j'avais le temps. Je suis à 1h52, j'y vais quand même pour donner un maximum, chers amis. Excusez-moi si ça dure un peu. Je voudrais terminer en vous donnant un conseil concernant le système immunitaire. C'est un système extraordinaire, chers amis. Il est monstrueux. Non, mais notre Dieu est extraordinaire. Et ce système immunitaire, il est important de comprendre comment il fonctionne. Alors, rapidement, le système immunitaire, il y a deux parties. Une partie innée et une partie adaptative. D'accord? Un système qui est inné, où les éléments vont agir parce qu'ils sont faits pour ça. Et puis, nous allons un mécanisme d'adaptation de notre organisme. Alors, premier système, le système inné, on a l'irruption d'un antigène dans l'organisme. Alors, je dis bien un antigène. Hein. Un antigène désigne un microbe, un virus, un parasite, un champignon, ça peut être du pollen, un élément qui va nous donner une allergie quelconque, etc., déclencher une allergie chez certaines personnes, etc. Donc, un antigène, c'est un élément qui n'appartient pas au corps, c'est un étranger. Que se passe-t-il à ce moment-là, chers amis? Voilà cet élément qui rentre dans le corps. Le corps est informé parce qu'il y a des globules blancs qui sont là pour détecter quels sont les éléments étrangers qu'il y a dans le corps. C'est comme ils ont une espèce de radar, et puis une fois que l'antigène arrive dans le corps, on a un point sur le radar. Et que fait ce globule détecteur? Il donne l'alerte. Il y a une alerte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La maréchaussée arrive, la police arrive. Et la police, c'est qui? Eh bien, on les appelle des macrophages. D'accord? Ils arrivent, ils mangent l'individu et c'est terminé. Je vous disais la semaine dernière que tous les jours, nous avons dans notre corps des cellules cancéreuses qui apparaissent, des cellules qui se rebellent contre l'autorité du corps. Eh bien, les macrophages arrivent. Alors, et c'est quoi ton problème là? Oh, tu ne veux plus obéir, c'est ça? Bon, écoute, reviens de meilleures dispositions, de meilleurs sentiments, ou sinon on t'élimine. Bien entendu, la cellule, elle refuse, hein, d'accord? Elle est mangée, elle est phagocytée, elle est éliminée et on n'en parle plus. Ça, chers amis, c'est le premier système, c'est le système inné. Les macrophages, ils sont là pour éliminer tout ce qui rentre dans l'organisme. Par contre, dans le deuxième cas, chers amis, le deuxième cas se met en route quand l'antigène est beaucoup plus agressif. D'accord? J'aime apprendre l'exemple dans la vie de tous les jours, nous voyons sur la route la gendarmerie, la police nationale, etc. Mais nous ne voyons pas le GIGN. Nous ne voyons pas la DST, les services spécialisés, etc. Nous les voyons quand il y a des terroristes, par exemple. Hein, les faits de terrorisme qui ont eu lieu sur le territoire français ces dernières années, avec tous les journaux, BFM, tout ce que vous voulez, les caméras qui sont 24 heures sur 24 qui nous montrent l'action, on voit les cellules spécialisées. Là, ce n'est pas la gendarmerie ni la police nationale, chers amis. Bien que je ne minimise pas leur action, ils sont là. Mais là, nous avons mobilisé les gros bras. D'accord? Dans notre corps, c'est exactement la même chose. Là, nous avons un antigène beaucoup plus agressif qui rentre dans le corps. Le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus du sida, etc. Il arrive dans notre corps. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toujours une détection de ce virus. Le corps est informé, le système immunitaire, la caserne est informé qu'il y a un problème parce que la caserne de notre corps, c'est quoi? C'est le système lymphatique avec des ganglions. Et dans ces ganglions, il y a les cellules spécialisées. Donc, lorsque la sirène va retentir, alors à ce moment-là, selon de la façon dont la sirène retentit, eh bien, les gros bras savent s'ils doivent se déplacer ou pas.
eh bien, à ce moment-là, les gros bras se déplacent. Alors, nous avons un premier gros bras. On les appelle les lymphocytes T. T pour thymus. Ils sont fabriqués par le thymus. Ceux-là, ils sont des administratifs. Que font-ils? Comme dans les films de policiers, lorsqu'on arrête un malfrat, eh bien, on fait des photos. Photos de face, photos de profil, etc. Nous voyons ça beaucoup dans les films policiers. C'est exactement ce qui va se passer ici. Le lymphocyte T va venir glaner toutes les informations de type administratif sur ce virus ou cet antigène, d'accord? Les photos, les empreintes digitales, tout ce qu'on l'on veut. Une fois que le lymphocyte T administratif a terminé ce travail d'identification, eh bien, nous avons des lymphocytes T killers, les K, les tueurs en anglais. Killers, c'est tueurs en anglais. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent l'intrus. Les macrophages, rappelez-vous les macrophages, tout à l'heure, ils viennent et ils nettoient. Ils font le ménage. OK? L'intrus a été tué. Mais ce n'est pas fini. Les informations récoltées par le lymphocyte T administratif, ben, qu'est-ce qu'il fait de ces informations? Eh bien, il va les transmettre au lymphocyte B. B pour bonne. Bonne en anglais, c'est os. Ces lymphocytes-là sont synthétisés, sont fabriqués par la moelle osseuse dans nos os. Que font ces lymphocytes B? Ce sont des scientifiques. Dans notre corps, Dieu a prévu tout ce qu'il faut, chers amis. Eh bien, que font-ils, ces lymphocytes B? Avec les informations transmises par les lymphocytes T administratifs, ils vont créer des anticorps contre cet antigène. Et la prochaine fois que le corps aura contact avec ce virus, ce sont les anticorps qui vont aller directement s'en occuper. Ça, c'est le système adaptatif. C'est un système extraordinaire. Et c'est de là que l'homme, une fois qu'il a compris ce fonctionnement, c'est de là qu'il a fabriqué les vaccins. Parce que le vaccin, c'est quoi? Eh bien, c'est un virus à demi-mort qu'on nous injecte dans l'organisme et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est comme ça que le corps met en place l'immunité. Donc, chers amis, ce système immunitaire, alors, c'est un système beaucoup plus complexe que ça, chers amis. C'est simplifié, mais globalement, c'est ça. D'accord? C'est simplifié pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, mais c'est vraiment complexe. Donc, ce système immunitaire, chers amis, il est là pour nous défendre. D'accord? Ce sont nos soldats. Et il faut les mettre aussi, les garder dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent accomplir leur boulot. Malheureusement, ce système immunitaire, il a des ennemis. Et parmi les ennemis, on compte le sucre, chers amis. Ah, le sucre des sodas, le sucre des chocolats. Mes amis, j'aime le sucre. Je l'avoue, je suis honnête. J'aime le sucre. Je l'ai déjà dit dans toutes mes conférences, j'aime le sucre. J'aime ça. En Martinique, on dit, on a doux. On a la bouche sucrée. On aime les choses sucrées. Mais des fois, il faut se raisonner. Il faut se raisonner et il faut demander à Dieu l'aide de bannir ces choses sucrées, chers amis. Les glaces, les bonbons, les gâteaux, etc. C'est bon tout ça. Malheureusement, le sucre inhibe le travail des globules blancs. Il faut le savoir. Est-ce que nous avons bu un demi-litre de coca, mes amis? Les globules blancs ne sont plus à même de nous défendre de la même manière. C'est prouvé scientifiquement, ça. Trop de sucre, c'est pas bon. Le gras, le sel, trop de sel, nous l'avons dit, ça va perturber les intestins. Et les intestins ont un rôle, eux aussi, immunitaire. C'est aussi, nous l'avons vu, un émonctoire, porte de sortie. Eh bien, trop gras, trop salé, trop sucré. Ça va nuire au fonctionnement de nos organes. La sédentarité également. L'exercice physique va nous faire du bien sur tous les plans. Il nous faudrait un sujet pour en parler globalement. Mais la sédentarité, un ennemi du système immunitaire. Le système immunitaire se porte beaucoup mieux lorsque nous faisons de l'exercice physique. Le peu de sommeil, l'horloge circadienne qui est complètement, l'horloge quotidienne qui est complètement déséquilibrée ou un peu déséquilibrée, là aussi, nuit à la qualité de notre sommeil et nuit aussi au système immunitaire parce que le corps, il est complètement fatigué, le corps, il est complètement déphasé, le corps, il est complètement déréglé, chers amis. Donc, il faut dormir. L'alcool, alors là, mes amis, là,
je ne vous apprends rien, l'alcool, le tabac, tous ces éléments-là sont la viande également, des ennemis de notre système immunitaire. Alors, s'il a des ennemis, il a aussi des amis. Et parmi les amis, eh ben, les fruits et les légumes, eh ben, l'alimentation que Dieu nous a donnée, chers amis, l'exercice physique, le sommeil, la tempérance. Alors, la tempérance, deux mots sur la tempérance, chers amis. La tempérance, c'est quoi? La tempérance, on nous montre, on nous bassine toute la journée avec des publicités sur l'alcool et en nous disant que l'alcool nuit à la santé et qu'il faut consommer avec modération. Mais même avec modération, ce peu d'alcool nuit déjà à notre corps. Donc, la véritable tempérance consiste à user avec modération de ce qui est bon et à s'abstenir de ce qui est nuisible. Donc, si l'alcool est nuisible, il faut que je m'en abstienne. Si le tabac est nuisible, je m'en abstiens, etc., etc. Les pensées, les mauvaises pensées, les pensées négatives, etc., je m'en abstiens parce que tout ça nuit à ma santé. Donc, c'est ça la véritable tempérance aujourd'hui. Et la tempérance, c'est un ami du système. Tout comme l'intempérance est un ennemi de notre système immunitaire, la tempérance est un ami. Et puis, nous avons tous les compléments aussi alimentaires parce que malheureusement, les fruits et les légumes d'aujourd'hui, eh bien, ils ont perdu beaucoup de leur capacité à nous apporter tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin, sauf s'ils sont cultivés sur des sols dont on respecte, par exemple, un temps de repos. Vous savez que dans la Bible, on trouve des notions. Dieu avait donné des principes concernant la terre, qu'il fallait la cultiver pendant 7 ans et après 7 ans, on la laissait 1 an sans l'utiliser. La terre avait le temps de se refertiliser, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la jachère. Donc, si nous ne respectons pas cette jachère, eh bien, globalement, eh bien, nous épuisons tous les minéraux, tous les éléments nutritifs qui sont dans le sol, si bien que les aliments que nous aurons seront chétifs. Les aliments ne nous fourniront pas tous les éléments dont nous avons besoin. Donc, nous avons aussi besoin de prendre des compléments alimentaires qui ne remplacent pas notre alimentation. Nous voyons bien que sur ces boîtes, il nous est dit que ces compléments alimentaires viennent en plus d'une alimentation équilibrée. Alors, dans ces compléments alimentaires, c'est surtout le zinc, le magnésium, le fer, le sélénium. On peut prendre un peu de vitamine C également. Tous ces éléments contribuent à la bonne santé de notre système immunitaire. Et un ami extraordinaire, je voudrais terminer par cet ami extraordinaire, eh bien, ce sont les produits de la ruche, chers amis. Là, il faudrait qu'une présentation sera élaborée pour parler complètement des produits de la ruche, la propolis, la gelée royale. Attention chez les personnes cancéreuses qui ont fait un cancer parce que la gelée royale stimule la croissance d'un cancer. Donc, la gelée royale, sauf contre-indiquée pour les personnes qui ont fait un cancer, le pollen, etc. Donc, tous ces éléments-là sont très, très bons pour renforcer notre système immunitaire. Ils sont pourvoyeurs également d'énergie. Chers amis, nous arrivons au terme de cette présentation. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, malgré tout ça, malgré toutes les précautions que l'on pourrait prendre, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nous aurons quand même besoin de nous réfugier dans les bras du Tout-Puissant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à manger le plus sainement que possible. Et c'est bien lorsque nous prions avant de manger et que nous demandons au Seigneur de bénir le repas que nous allons prendre. Parce que là où s'arrêtent nos possibilités, commence celle de Dieu, commence celle du Tout-Puissant. Et si nous faisons ce qui est en notre pouvoir, Dieu s'occupe du reste. J'en suis fermement convaincu. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Je voudrais considérer avec vous 2 versets pour terminer. Le premier se trouve dans Exode chapitre 15 au verset 26, où Dieu déclare, il dit, donc c'est Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors là, il est important d'avoir quelques explications. Quelques explications sur ce verset.
Pour ceux qui ont suivi la leçon de l'école du sabbat ce matin, on parlait de l'interprétation. Pour ceux qui ont fait la leçon, il est important de bien comprendre les paroles de la Bible. Lorsque Dieu déclare qu'il ne nous frappera d'aucune des maladies dont il a frappé les Égyptiens, Dieu n'a frappé aucun Égyptien d'aucune maladie, à part les 10 plaies, à part les plaies. Mais Dieu n'a pas frappé les Égyptiens de maladie. Les Égyptiens ont souffert de leur intempérance. Ils ont eu des maladies causées par leur intempérance et par le fait qu'ils s'étaient éloignés des lois que Dieu avait mises en place. D'accord? Lorsque les scientifiques ont fait des autopsies des momies qu'on a retrouvées égyptiennes, et quelle n'a pas été la surprise de constater que les Égyptiens souffraient déjà de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Donc, chers amis, si nous n'observons pas ce que Dieu dit, Dieu lui-même ne peut pas passer derrière et nous protéger. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut dire par là. Si tu observes mes lois, si tu écoutes ma voix, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, si tu observes toutes ces lois, je suis. Il se présente comme l'absolu, le je suis. Ce n'est pas celui qui était ou celui qui sera, le je suis. Le verbe être, un verbe d'état, et puis qui est employé au présent de l'indicatif. Or, nous savons, chers amis, que l'une des valeurs du présent de l'indicatif, c'est de parler d'une vérité qui a lieu, qui sera toujours la même, d'éternité en éternité, qui dure. Merci. D'accord? L'eau bout à 100 degrés. C'était le cas il y a 2000 ans. C'est aujourd'hui le cas et ce sera encore le cas si nous vivons 3000 ans encore, ce sera encore le cas dans 3000 ans. C'est la raison pour laquelle on dit que l'eau bout à 100 degrés. On emploie un présent de l'indicatif. Dieu dit, là, je suis celui qui dure, celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous avions lu ces textes déjà. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement et la fin. D'accord? Donc Dieu dit, je suis, d'accord? Et en tant que tel, je suis hors du temps et je suis ton créateur. Je suis capable de te guérir. Je suis capable de te protéger des méfaits de ce que tu ne connais pas. Mes amis, si je sais qu'un produit vient d'un sol contaminé, je ne le mangerai pas. Mais si je ne le sais pas, eh bien, Dieu a le pouvoir de me protéger de ce produit. Je le crois fermement. Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile, il leur a dit, si on vous donne quelques breuvages mortels, il ne vous fera rien. Dieu est capable de nous protéger, chers amis. Je le crois fermement. Et c'est ce qu'il dit à travers ce texte. Et il dit encore, c'est le deuxième et dernier texte, Exode chapitre 23, les versets 25 à 26. Dieu déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand Dieu dit, vous servirez l'Éternel, c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Tu observeras mes lois. Servir quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est faire ce qu'il demande. C'est faire sa volonté. Là, nous sommes devant une divinité. La divinité, c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur. Et il dit servir. Et servir Dieu, eh bien, c'est tout simplement l'aimer. Or, Jésus déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'accord? Observez mes lois, observez mes principes. Je vous ai donné une manière de manger. Mangez de cette manière. Pourquoi avez-vous modifié la façon de manger? Regardez dans quel état vous êtes aujourd'hui. Vous imaginez Jésus là qui se pointe sur notre terre et qui nous dit, mais dans quel état êtes-vous là? Hein? Je vous ai mis dans les fruits et les légumes tous les éléments. La science n'a pas encore découvert tout ce qu'il y a dans ces aliments-là. Mais moi, je sais. Je sais, je vous ai tiré de la terre et je vous donne des aliments qui viennent de la terre. Je sais de quoi vous avez besoin. Je sais. Donc, servez-moi, aimez-moi, écoutez-moi, écoutez ce que je vous dis, observez mes commandements. Et que fera-t-il à ce moment-là? Vous servirez et il bénira. D'accord? Conjonction de coordination et conséquence de l'action de servir. Dieu bénira votre pain et vos eaux. Alors, Dieu, à l'époque, parlait à des personnes qui étaient à l'ère
primaires. C'était des agriculteurs, des pêcheurs, etc. Hein, il parle des eaux, il parle du pain. Mais il nous parlerait à nous aujourd'hui. Dieu dirait, je bénirai vos entreprises. Vous êtes patron, chef d'entreprise, je bénirai ton entreprise. Tu es salarié, je bénirai ton entreprise pour qu'elle fasse un chiffre d'affaires exceptionnel, pour que tu aies une prime d'intéressement intéressante, hein, etc., etc. Je bénirai tes projets, je bénirai ton travail, je bénirai tous les projets que tu veux monter. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi, parce que Dieu en est capable, chers amis. Il peut nous protéger de tous ces polluants. Même si nous nous sommes détournés de ce qu'il nous a donné, combien de fois des médecins ont dit à des patients, monsieur, vous n'avez, ou madame, vous n'avez que 3 mois à vivre. Vous savez que certains médecins sont déjà morts et le patient est toujours là? Oui, mais oui. Le patient, le médecin qui a dit ça est déjà mort, le patient est encore là, ça fait 10 ans. Mes amis, là où s'arrêtent nos possibilités commence celle du Tout-Puissant. Et c'est extraordinaire. Et Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'était les fléaux de l'époque. Il aurait pu dire aussi, il n'y aura pas de lèpre chez toi. Mais l'Éternel nous dirait aujourd'hui, il n'y aura pas de cancéreux chez vous. Si vous observez mes commandements là, si vous mangez comme vous devriez manger, il y aura beaucoup moins. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui provoque, il y a la génétique aussi qui nous joue des vilains tours à cause d'un élément que nous allons considérer à partir de samedi prochain, si Dieu veut. D'accord? Donc, ni femme ni homme. Et il dit, je remplirai le nombre de tes jours, j'augmenterai tes années de vie sur cette terre. J'augmenterai tes années de vie. Mes amis, il n'y a pas meilleure assurance que ça. Assurance vie, assurance santé, que d'observer les commandements de l'Éternel et de servir l'Éternel, d'aimer l'Éternel. Et l'Éternel, il se révèle à travers sa parole. C'est là que nous pouvons apprendre à le connaître et à l'aimer. Et nous avons déjà parlé de ces lois qu'il a établies. Nous allons encore continuer, mais nous avons vu les lois du départ. Alors, chers amis, nous terminons. Nous rappelez-vous la semaine dernière, hein, Papy Tontin a posé la question au médecin, mais qu'est-ce que le cancer? Le diagnostic a été posé. Nous avons vu les causes. Rappelez-vous, c'est sa belle-fille, Paola, qui est médecin, qui lui a expliqué un petit peu les causes du cancer, parce que papy s'est interrogé sur, mais qu'est-ce qui a pu me donner cette maladie? Et après, la question est venue, la question que se posent beaucoup de patients, mais qu'est-ce que le cancer? Quand on pose le diagnostic d'un infarctus du myocarde chez un patient, combien de patients m'ont demandé, mais monsieur, c'est quoi un infarctus? Et il faut aller chercher par crayon, papier ou tableau et leur faire les schémas, leur expliquer comment fonctionne le cœur et leur montrer c'est quoi un infarctus du myocarde ou encore le cerveau. Donc, qu'est-ce que le cancer, chers amis? Nous l'avons vu la semaine dernière. Le cancer, c'est quoi? C'est tout simplement une cellule qui est rebelle, qui est indisciplinée, qui est désobéissante. À quoi? À la loi. La loi est représentée, la loi de la physiologie, parce que les cellules du corps sont soumises aux lois, parce que les cellules reçoivent l'ordre de commencer à se reproduire et de cesser de se reproduire. Nous avons vu aussi que les cellules ont une durée de vie, puisqu'elles se renouvellent en permanence. Et que le corps va dire à une cellule, l'heure est venue pour toi d'aller dormir. Eh bien, la cellule cancéreuse, elle refuse d'aller dormir. Elle ne meurt pas. Et elle va donner naissance à des filles. Et ces filles vont hériter du même caractère rebelle qu'elles. Et c'est comme ça qu'elles vont se multiplier pour former une tumeur. La tumeur, c'est une grosseur. Donc, la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est rebelle, qui n'écoute pas le corps, qui n'écoute pas les directives, qui n'écoute pas la loi, qui n'écoute pas les principes. Et le corps, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que ça crée quoi? La maladie. Mais quand il y a maladie, il y a quoi? Il y a souffrance, il y a douleur. Et puis malheureusement, dans certains cas, il y a la mort derrière. Tandis que la cellule disciplinée et obéissante, d'accord? À quoi? Aux directives du corps. Eh bien, cette obéissance ou cette discipline a pour résultat la santé, la vie, la joie, les capacités de courir, de jouer au ballon, de faire les activités de la vie quotidienne. Mais pas quand on souffre. Quand on souffre, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc, il y a la joie. Ça procure la joie, cette santé, chers amis. Donc, l'obéissance à la loi est une question de vie ou de mort. L'obéissance à la loi, même dans notre corps humain,
est une question de vie ou de mort. Or, nous avons vu que Dieu, au départ, il a tout créé. Il a mis en place les lois de la nature. Il a mis en place les lois de la physiologie chez l'être humain. Il a mis en place les lois de la première société. Nous l'avons vu. Et il y a mis l'être humain, il a mis un être humain dans cet environnement parfaitement synchronisé avec l'environnement, mais aussi avec le temps. Les 7 jours. Le soleil qui agit comme un synchroniseur de l'horloge circadienne. Mais nous avons vu que le 7e jour, ce jour de repos, Dieu impose un rythme de 7 jours, 6 jours de travail, 1 jour de repos, et que ce jour de repos agit comme un synchroniseur, puisque nous avons un rythme circadien, mais nous avons aussi un rythme circaseptidien, un rythme basé sur 7 jours, et nous avons vu que plein de processus de notre corps sont basés aussi sur ces 7 jours, sur ce rythme de 7 jours. Mais par rapport à ce que nous avons vu avec Papy Tontin, chers amis, lorsque Dieu il a tout créé, il a dit que tout est bon. Il a même dit que tout est très bon. Il a utilisé le superlatif très. Tout est très bon. Et quand nous avons fait l'état des lieux avec la maladie de Papy Tontin, on pourrait se demander, mais que s'est-il passé entre-temps? Qu'est-il arrivé à l'humanité, chers amis? Mais ça, nous allons commencer à le comprendre à partir de samedi prochain, lorsque nous allons considérer cette dernière consigne que Dieu a donnée à l'homme et à la femme dans le jardin. Et il l'a donnée précisément à l'homme. Et Dieu dit ceci, Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les amis, beaucoup de personnes estiment que tout ça relève de la mythologie. La création, nous l'avons vu, ne relève pas de la mythologie. La science est là pour nous le prouver aujourd'hui. Nous l'avons accepté par la foi, mais la science nous démontre aujourd'hui que toutes ces choses ne sont pas arrivées par hasard et que forcément, il y a un dessein intelligent derrière. Les scientifiques qui ont fondé la science moderne, comme Isaac Newton, déclarent que c'est leur conviction la plus profonde, que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, cette déclaration, chers amis, ne relève pas non plus de la mythologie et c'est réellement passé. L'homme a-t-il obéi ou désobéi? C'est ce que nous allons considérer à partir de la semaine prochaine avec le sujet qui a pour titre « Le cancer des cancers ». Une exclusivité biblique. Mesdames et messieurs, chers amis, ce cancer dont nous allons parler, nous n'allons le trouver dans aucun manuel de médecine moderne, dans aucun manuel de médecine d'ailleurs. La médecine n'en parle pas. La médecine est complètement étrangère. La médecine empirique, je parle de celle du monde aujourd'hui, elle est complètement étrangère à ce cancer. Par contre, la Bible en parle pleinement. La Bible en parle abondamment. Le cancer, des cancers, une exclusivité biblique. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain, si Dieu veut, et je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter le partage, arrêter l'enregistrement.